Ces quelques grilles de Fool's Gone étaient pour moi la meilleure manière d'appréhender ce 5e épisode de notre rendez-vous maintenant, autour de cette petite séquence, une année, un album, une guitare. Alors pourquoi? Parce que tout d'abord, ce standard, composé en 1951, a été popularisé à la toute fin de l'année 69, quand B.B. King sort son album Completely Well. C'est donc une chanson qui va résonner au début de l'année 70, puisque l'album sort en décembre 69, et cette guitare, cette Gibson ES 335, est sortie justement des usines Gibson en 1970. D'autre part, la jonction était évidemment évidente, car dans les utilisateurs emblématiques de ce modèle, B.B. King tient une très très bonne place, puisqu'il l'a utilisé une énorme partie de sa carrière. Hein. Il avait bien débuté par une Gibson Les Paul, mais très vite, il a adopté ce modèle ES-335, dont d'ailleurs Gibson lui a fait un modèle signature, la fameuse Lucille. Voilà, donc nous sommes en 1970, nous sommes avec cette ES-335 et on va comme ça, ensemble, se promener sur l'année 70 et remonter le temps également pour voir un petit peu comment cette guitare qui est avec les SG et les Paul, un des modèles emblématiques de la marque, a vu le jour. Commençons par là d'ailleurs, commençons par cette guitare, cette Gibson ES-335. Alors, on a déjà évoqué au cours des épisodes précédents la marque Gibson, mais jusque-là on avait toujours parlé des guitares solid body, c'est-à-dire des guitares à caisse pleine. Là, pour la première fois, on aborde une guitare qui a une caisse creuse. Mais remontons un peu le temps, on est en 1936, c'est là que Gibson sort son premier modèle électrique. C'est alors une ES 150, ES pour Electric Spanish, tout à fait. C'est-à-dire on a un modèle qui ressemble à une guitare espagnole, une guitare classique, et qui est électrique, et 150 parce que c'était le prix auquel Gibson la vendait. C'était l'une des toutes premières guitares électriques commercialisées. Ça faisait déjà quelques années que les musiciens avaient besoin que leur guitare soit électrifiée parce que au sein des orchestres, la guitare se perdait très vite. Donc la plupart des guitaristes avaient tenté le banjo, qui était un instrument plus sonore, le lap steel, qui était déjà un petit peu sonorisé, puisque les amplificateurs avaient vu le jour dans les années 1910, hein, les premiers brevets étant posés en 1909, si ma mémoire est bonne. Et donc, à partir de là, des marques se sont penchées sur l'idée de développer un principe de microphone adapté à une guitare. Rickenbacker a déjà des modèles qui sont en cours. Voilà, en tout cas chez Gibson, 1936, c'est l'année de la sortie de la première guitare électrique, mais donc, on est bien d'accord, qui est une guitare à caisse ouverte, hein, voilà, on a ce principe-là, mais c'est vraiment une caisse très large. Et ces modèles-là vont perdurer, et d'ailleurs sont encore édités sur des modèles comme la Super 400, comme la Birdland, enfin voilà, des modèles phares également de la marque, mais plus sur ce concept un peu jazz, puisque ce sont des sons très, très ronds, très chauds. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a évoqué, on a vu que le début des années 50 marque l'avènement de la guitare électrique, donc solid body. D'un côté, on a Fender qui va introduire en 50 les Squier, voilà, puis en 54 il y aura la Strat. On sait que Gibson au début des années 50 sort aussi son modèle Les Paul, voilà, et ce sont des années qui vont être extrêmement riches pour la progression de l'instrument, parce que au niveau musical, il va se passer plein de choses qui vont amener des nouveaux styles, et notamment le rock. 1954, par exemple, c'est une année qui voit l'arrivée de Elvis Presley, qui donc voit quelque part la naissance du rock and roll. Voilà, et son premier enregistrement, sa reprise de Survitaminé, That's Alright, va vraiment imposer la guitare électrique comme quelque chose de très important.
Et Scotty Moore va porter vraiment, avec une ES 295, la marque Gibson. Euh, le combat avec Fender est rude. Quand d'ailleurs Elvis Presley part à l'armée, en fin 56, début 57, Buddy Holly, lui, fait son premier tube et passe à la télé. Rares à l'époque sont pour le public les possibilités de voir de la musique à la télé et encore moins du rock. Et là, il découvre Buddy Holly avec une Stratocaster blanche, une nouvelle forme, etc. Et tout d'un coup, la marque Gibson prend un petit peu de retard. Ted McCarthy était déjà le patron de Gibson à réfléchir sur la manière de faire évoluer les modèles de la marque et piqué au vif par quelques commentaires qu'il avait pu glaner de ci, de là, qui disaient que Fender considérait Gibson comme une marque vieillissante et sans nouvelles idées. Il va, en 1958, sortir 5 brevets, 5 nouveaux brevets de guitare et basse, dont 3 extrêmement importants qui vont marquer l'histoire de Gibson et l'histoire de la guitare en général, puisque 3 vraiment grosses nouveautés. Alors 2 dont on parlera sans doute un jour, j'espère, la Gibson Explorer et la Gibson Flying V, et la 3e, la Gibson ES 335. Alors, en quoi ce modèle était novateur? Il avait effectivement une jolie combinaison de classique de Gibson et de modernisme. Alors, classicisme parce que on retrouve le principe d'une table et d'un dos bombé, voilà, ce qui n'était pas le cas pour les guitares électriques qui étaient plates au niveau du dos surtout. On a quand même un côté bombé sur la Gibson Les Paul. Mais ça, c'était typiquement pour les guitares électriques hollow body, la marque de fabrique Gibson, de la même manière qu'on retrouve ces ouïes là en forme de F, qui étaient déjà là au tout début du siècle quand Orville Gibson faisait des mandolines. Et qu'est-ce qu'on a niveau modernisme? Eh bien, c'est la première guitare déjà semi-hollow body. Vraiment, on a une caisse extrêmement fine, voilà. Et on a pour la première fois aussi sur ce type de guitare 2 pans coupés, ce qui permet une accessibilité aux aigus assez importante. Voilà. Troisième point aussi, c'est une guitare qui va faire un petit peu la jonction avec la guitare électrique. Et ce qu'elle apportait, je vous avais expliqué ce en quoi la guitare électrique avait permis de rendre caduque le problème de l'arsène. On va là aussi réduire ce problème grâce à une poutre centrale à l'intérieur de la guitare en érable qui permet justement de garder de la résonance sans avoir ces problèmes de l'arsène. Donc voilà une guitare en termes de bois, de lutherie, qui va utiliser un système là à plusieurs plis au niveau de la caisse, avec de l'érable sur le haut, sur le bas, et au milieu de l'acajou, ou de l'épicéa, ou du tulipier. Mais on aura toujours ces 2 couches sur le haut et le bas qui seront en érable. En érable, donc, comme je vous l'expliquais aussi, cette pièce à l'intérieur qui permet d'avoir cette poutre de bois qui permet d'avoir le l'arsène, le principe de résonance à l'intérieur de la caisse relativement amoindri. Voilà. Un manche en acajou d'une seule pièce. Il a été rarement fait en 3 pièces, mais voilà, d'une seule pièce. Et puis une touche en palissandre, avec ce fameux binding crème propre à Gibson. À l'origine, c'est un chevalet dit stop bar. Là, on a un chevalet trapèze qui a été installé première moitié des années 60 et qui permettait de démonter facilement pour mettre un vibrato Bixby. 2 micros de volume, 2 micros de tonalité. Une petite nouveauté à ce moment-là aussi chez Gibson, la prise jack qui est sur le corps. Et puis, 2 micro-humbuckers aussi, rarissime chez Gibson en ce qui concerne les guitares hollow body. On avait plutôt des PAF. Là, on a vraiment 2 micro-humbuckers, pardon, pas des PAF, des P90. Voilà. Justement, les PAF sont les micros qui arrivent en 57 conçus par Seth Lover, patente
attente supplide, je crois. Enfin, ça veut dire qu'en gros, le brevet était en cours de dépôt. Et très longtemps, ils ont gardé ce petit autocollant derrière les micros parce qu'ils ne voulaient pas que les concurrents puissent justement voir le numéro du brevet et aller copier le micro. Donc au tout début, ce sont les PAF qui sont installés, humbucker PAF qui sont installés sur ces guitares. Et puis on garde un petit peu cette couleur de ce micro légendaire chez Gibson. Voilà. Donc en tous les cas, deux humbuckers, donc deux micros qui ont quand même une puissance de sortie assez importante, ce qui justifie d'autant plus la nécessité de couper potentiellement cet effet de Larsen. Donc c'est un modèle qui va très bien fonctionner, à tel point que depuis sa mise sur le marché en 1958, il n'a jamais été interrompu, il n'a jamais disparu du catalogue. Il a été adapté, il y a eu des modèles custom, etc. Il y a eu pas mal de petites modifications, parce que le gros de la guitare, de la conception de la guitare, est vraiment resté la même. Et de tout temps, et dans tout style, c'est une guitare qui a été utilisée. Alors on la trouve dans le jazz, avec des guitaristes comme Larry Carlton ou comme Lee Ritenour. On la trouve dans le blues, évidemment, on l'a dit, avec B.B. King. John Lee Hooker aussi l'a utilisé. Dans le rock, au tout début, avec Chuck Berry, bien évidemment, qui a utilisé ce modèle. Et puis, dans le rock, on verra qu'avant de devenir le guitariste à la Stratocaster blanche, Ritchie Blackmore utilisait cette guitare-là. C'est vraiment la vue d'un concert de Jimi Hendrix qui l'a fait basculer à la Strat, mais jusqu'à la toute fin des années 60, il jouait sur une Gibson S335, de la même manière que Eric Clapton, sur son époque Cream, jouait avec une S335. Je vous parlerai un peu plus tard du guitariste qui sera pour moi celui qui sera l'album du jour. Voilà. Donc on reviendra un petit peu à la guitare un peu plus tard. Et pour basculer sur des musiques plus actuelles, dans les années 90-2000, on a vu des guitaristes comme Noel Gallagher de Oasis utiliser ce type de guitare, ou le guitariste de Foo Fighters également, enfin en l'occurrence Dave Grohl. Voilà. Donc c'est vraiment un instrument qui traverse les époques et les styles. Voilà. Donc là, nous sommes en 1970. Une des caractéristiques qu'on avait déjà évoquées sur la Gibson, les deux Gibson que je vous ai présentés, la SG ou la Les Paul, c'est cette fameuse volute, hein, qui est typique à cette nouvelle époque, New Orleans. 70, c'est vraiment l'année de transition. Et puis, on a gravé le Made in USA, ça aussi, c'est quelque chose qui arrive au tout début des années 70, et une numérotation à 6 chiffres. Voilà. Sur cette guitare, hormis les mécaniques, tout est d'origine. Voilà. Donc en 70, si on fait la photographie musicale de cette année-là, on peut, en ce qui concerne l'apparition de groupes qui, encore une fois, vont nourrir nos rêves des décennies futures, citer, en ce qui concerne l'Angleterre, la naissance de Queen. Voilà. Cette même année, on parlait de Clapton, c'est là qu'il crée le groupe Derek and the Dominos. Il sortira d'ailleurs en 70 son premier album, et l'unique album de ce groupe, voilà, avant de se relancer sur une carrière solo à son nom. 70, c'est également aux États-Unis la naissance de groupes comme Aerosmith, comme Kansas, comme Electric Light Orchestra. On aura également l'association de musiciens comme Emerson Lake Palmer. Voilà, donc là on revient plus en Angleterre. Et puis, je vous avais déjà parlé sur l'épisode précédent de Fraternity, c'est aussi l'année de la naissance, un groupe australien, important parce que en son sein il y avait Bon Scott au chant. À noter que lorsqu'il est parti, c'est quand même un chanteur non moins important qui l'a remplacé, en l'occurrence Jimmy Barnes, qu'on retrouve après dans un groupe extrêmement intéressant en Australie qui s'appelle Cold Chisel, voilà, et qui après aura une carrière solo très riche. On l'a vu d'ailleurs récemment sur une collaboration avec Joe Bonamassa sur un titre de Deep Purple, une reprise de Lazy. Voilà. En France, on n'est pas en reste, hein, comme chaque fois. On a pas mal de groupes à tendance free jazz, avec des textes très engagés qui se forment, comme Comintern.
Euh, on peut parler aussi de groupes comme Loud Free, un groupe qui s'appelle Sound Rose, qui était plus pop rock et qui avait la particularité d'avoir en son sein une chanteuse qui s'est rebaptisée au début des années 80 Rose Laurence et qui a fait un titre qui s'appelle Africa. On est loin de notre Gibson S65, mais voir que les ramifications sont assez importantes. En termes d'albums, en France, on a à noter, je vous avais déjà parlé de Nador en 69. C'est vrai que certains le datent, cet album en 70, donc reparlons des variations, ça fait jamais de mal, parce que c'est vraiment encore une fois un groupe que j'adore. Premier album de Majoum aussi, Majoum qui était un violoniste et qui sort cet album sous son nom avec une orthographe un peu modifiée. Et puis le premier album de Triangle, album éponyme. Si cette fois on revient sur quelque chose de plus international, on peut noter les premiers albums de Wishbone Ash, de UFO. Deuxième album à ce moment-là pour Black Sabbath avec Paranoid et des Stooges avec Funhouse. Troisième album de Led Zeppelin. C'est le quatrième album pour Johnny Winter. C'est également le quatrième album pour justement Deep Purple dont on parlait tout à l'heure, puis un album vraiment important, le In Rock. Et puis ce sera le cinquième album pour des groupes comme les Doors, voilà. Donc, et puis pour les Pink Floyd avec Atom Earth Mover, voilà. Donc vous voyez que c'est une année assez dense, assez riche. Quand on parle des fois de troisième ou quatrième album, c'est pas pour autant que les carrières étaient assez anciennes, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, les albums étaient enfin, il y en avait au moins un par an, voire deux par an. Et c'est justement là qu'on va arriver sur l'album du jour, le groupe du jour. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on a commencé par B.B. King, qui est vraiment un des représentants emblématiques de ce modèle. Mais si on en cite un autre, et vraiment au cœur des années 70, ça sera Alvin Lee. Et évidemment, le guitariste, chanteur du groupe Teen Years After, qui utilisait également cette ES-335. Lui, il en avait une qui était, je crois, de 1959, qu'il avait achetée au début des années 60, 63, 64, enfin, et qu'il a popularisé, tout comme son groupe, dans leurs prestations qu'ils ont pu faire au festival de Woodstock. Voilà. Donc on découvre sa guitare, qu'il a surnommée Big Red, qu'il a customisée, puisque lui, il a rajouté un micro simple bobinage entre ces deux doubles-là, et puis il a collé plein d'autocollants, etc. C'est une guitare, là aussi, que Gibson honorera en sortant un modèle signature, et reproduira du coup la guitare telle que Alvin Lee l'avait modifiée. Donc, Alvin Lee, guitariste qui fonde Teen Years After avec Leo Lyons, le bassiste. C'est un groupe qui va suivre un peu les traces des Beatles, aller jouer dans le même club en Allemagne, se faire une réputation, revenir en Angleterre, sortir le premier album sous ce nom de Teen Years After. Et les prestations live qu'ils pouvaient donner vont arriver jusqu'aux États-Unis, jusqu'à ce qu'effectivement un tourneur s'intéresse à eux. Et ils seront le groupe anglais qui feront le plus de tournées aux États-Unis. Il me semble qu'ils en feront 28. C'est un groupe qui marchera très bien aux États-Unis. Et encore une fois, avec une assise qui sera d'autant plus importante au moment du festival, grâce au festival Woodstock. Donc, en 70, ils sortent deux albums, leur quatrième et cinquième studio. Donc voici celui qui sera mon album du jour. Voilà. Cricklewood Green. Cette même année, donc fin d'année, ils sortiront What. Cet album est considéré comme leur meilleur. Après, chacun est libre de faire ses choix sur une discographie. À noter que figure sur cet album ce qui sera leur plus grand succès dans leur pays, Love Like a Man, en single, qui se classera, je crois, 9e ou 10e du hit parade britannique en single. Et cet album-là, je crois, atteindra aussi la 4e place des meilleures ventes, comme d'ailleurs le prédécesseur dont on avait parlé à l'épisode précédent, où il y a 2 épisodes, me semble-t-il. Voilà.
Alors, étonnamment, c'est pas un titre de cet album que je vous ai interprété, c'est un titre qui est sans doute le plus connu du groupe, I'm Going Home, mais qui n'est jamais sorti sur un album studio. Il est sorti sur un live qui s'appelle Undid. C'est la particularité de ce groupe qui a sorti très vite un album live et qui donc a intégré un inédit d'une certaine manière, puisque c'est un titre qu'on ne trouve pas sur les albums studio. Il va être extrêmement popularisé une fois de plus par la captation vidéo du Woodstock Festival, puisque le concert complet sera capté, mais problème technique sur la prise, seul ce titre-là survivra et figurera donc dans le film qui sortira en 70, à tel point d'ailleurs qu'en 70, en France, sort un 45 tours avec ce titre I'm Going Home, cette version live captée à Woodstock. Donc, vous parlez et vous jouez, ce titre a forcément du sens. On est en plein milieu des années 70. Le groupe Teen Years After publiera donc 8 albums studio et 2 albums live avant de se séparer en 75. Il y aura des reformations, etc. mais sans Alvin Lee. Leo Lyons s'occupera du groupe avant lui aussi de quitter et de former un autre groupe. Alvin Lee aura une carrière riche, intéressante, explosive comme son jeu de guitare. Il décède malheureusement dans les mêmes conditions que Ted McKenna, dont je vous avais déjà parlé sur un de mes précédents petits posts, suite à une opération tout à fait banale, une intervention chirurgicale banale. Voilà. Et c'est forcément à regret qu'on verra disparaître ce guitariste volubile et vraiment créatif et inventif. Voilà. On se quitte sur ces notes de Teen Years After et sur ces solos, évidemment, pas note à note parce que je ne sais pas faire du note à note, mais en tout cas, c'est revisité de I'm Going Home. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode.